Lancée le 6 novembre dernier sur l'ensemble du territoire, la campagne référendaire se poursuit. Sur le terrain, les partisans du oui et ceux du non sont à l'assaut d'un électorat appelé à trancher le 16 du mois en cours. Merci de nous retrouver sur ce plateau spécial qui revêt un caractère pédagogique. Quel mécanisme pour prévenir les tensions en période électorale? C'est le thème autour duquel nous passerons ensemble les 26 prochaines minutes. Et pour m'accompagner sur ce plateau, le docteur Aimé Moundiégou Moussavou, sociologue politique. Merci d'avoir choisi Gabon 24 justement pour donner vos analyses et merci d'avoir accepté nos invitations. Il me plaît, monsieur, de me retrouver sur votre plateau pour parler d'un problème, non pas d'un problème, d'un événement hautement symbolique et important. Symbolique, important pour la nation gabonaise. Nous allons parler du référendum. C'est le soubassement du vivre ensemble d'une société, de toute société moderne qu'on appelle État. Et tout État se doit de se munir de ce cadre juridique qui est le lieu de perception, de vision fondamentale de ce qu'une société ou les membres d'une société sont appelés à réaliser ensemble. D'accord, on parle du référendum puisque la campagne a déjà été lancée. Je le disais déjà à l'entame, le 16, les citoyens gabonais vont s'exprimer, mais sauf que il y a une question autour de laquelle nous allons essayer de débattre, c'est la question relative aux tensions souvent observées en Afrique et particulièrement au Gabon à chaque fois qu'il y a une élection. Peut-être avant tout de suite de rentrer de plein pied dans le thème, peut-être revenir sur la définition, qu'est-ce qu'on entend par tension électorale, M. Moundiégou? Tout à fait, il est important de saisir le sens de ce mot. La tension électorale se définit en fonction du contexte électoral. Et le contexte électoral lui-même met en jeu un principe soit de compétition électorale entre différents candidats à une élection politique, quelconque, présidentielle ou locale, ou législative, et une élection qui ne met pas en jeu une compétition entre individus, entre acteurs politiques, mais plutôt un devenir, une perception, une vision pour l'avenir du pays. Nous sommes dans ce cas. Donc ce contexte étant, les tensions électorales vont nécessairement varier de forme. En la matière ou en l'espèce, il en existe qui sont prévues par le cadre légal, depuis même très longtemps. Il y a les tensions électorales qui relèvent du contentieux électoral. Celui-là, il est encadré par la loi. Ça, c'est le type qui est expressément prévu par la loi. Mais il y a des tensions électorales qui peuvent survenir du fait d'une quelconque cause. Par exemple, n'avoir pas respecté les procédures de l'élection ce fait peut entraîner des contestations qui peuvent prendre une certaine ampleur. Donc il y a un type de tension électorale qui ne dépendra pas, qui n'est pas prévu, mais que l'État se doit de réguler, de maîtriser pour que le pays ne plonge pas dans une situation chaotique. Alors, la tension électorale, elle ne naît que s'il y a une déviation par rapport à ce qui est prévu par la loi, par rapport à ce qui devrait être fait, et elle naît donc du fait de la frustration d'un certain nombre d'acteurs politiques, notamment le collège électoral, ceux qui vont voter, et les acteurs politiques. Mais là, les acteurs politiques qui sont en compétition, dans le cas par exemple des élections qu'on vient de mentionner, que nous venons de mentionner, les élections politiques, notamment législatives, locales et présidentielles, eux n'étant pas en compétition actuellement, il va s'agir de dire est-ce que vous avez bien fait, tout s'est bien passé, parce que ce que nous votons pour le bien du pays. Nous votons pour l'avenir du pays, nous voulons que le pays change, parce que nous étions dans une situation qui nécessitait d'être mise à terme. Donc cette nécessité de sortir de ce contexte par la voie du référendum appelle les Gabonaises et les Gabonais au vote, et ces Gabonaises et les Gabonais ne seront contents que lorsque le nouveau soubassement du vivre ensemble sera concrétisé, sera effectivement adopté, si la majorité l'emporte. Et si la majorité l'emporte, nous aurons
nous aurons un nouveau départ. Ce sera un point de départ pour un nouveau processus, n'est-ce pas, d'évolution de notre pays. Tant du point de vue de la démocratie, tant de la démocratie politique, tant du point de vue de la restructuration du système économique, culturel, social, etc. Donc, les tensions électorales, elles peuvent être prévues sous forme de contentieux électoral. Et là, chacun de nous peut être admis à se plaindre auprès de l'institution concernée, c'est la Cour constitutionnelle, en l'espèce. Et il y a des tensions dont les acteurs peuvent tout à fait, au départ, échapper au contrôle prévu par l'État. À partir de ce moment, l'État prend des dispositions dans l'immédiat pour faire en sorte qu'il n'y ait pas aggravation de la situation. D'accord, de manière méthodique, on va essayer d'encadrer justement ce plateau. On va parler des causes, des conséquences et pourquoi pas des solutions. Vous avez déjà énuméré quelques causes qui peuvent entraîner aux tensions électorales. Est-ce que, Monsieur Moudiégou, est-ce que l'instrumentalisation des populations peut-elle également être une cause justement aux tensions électorales ? Surtout dans le cas d'espèces, on parle du référendum, il y a les partisans du oui et du non, et puis derrière, il y a que certains acteurs, parfois, veulent instrumentaliser les populations qui, elles-mêmes d'ailleurs, pour la plupart, n'ont pas forcément lu le projet de constitution. Alors, vous faites bien de poser la question parce que la question de l'instrumentalisation ou alors des tensions électorales, pour revenir à vos premiers termes, dépend d'un certain nombre d'intervenants. Et il ne faut pas y voir que l'action des populations qui se manifesteraient ou qui manifesteraient leur mécontentement, les cas ou le cas échéant. Qui intervient dans la procédure globale de l'élection, le référendum. C'est d'abord l'État, à travers son ministère concerné, le ministère en charge de l'Intérieur, parce que ce ministère est chargé d'organiser tout le processus électoral. Organiser le processus électoral, ça veut dire mettre en place le dispositif qui assure une élection transparente dans les règles prescrites et qui ne frustre personne. Ensuite, ce ministère doit pouvoir communiquer pour informer et sensibiliser suffisamment. Après, le ministère de la Communication, de l'Intérieur, qui est en charge de l'organisation de l'élection, de cette élection, des élections en général, il y a des acteurs qui vont voter pour une cause, pour un positionnement précis. Pour le cas du référendum du 16 novembre prochain, donc de samedi, il s'agira de dire oui ou non. Alors, la faute peut provenir de l'entité qui organise l'élection, c'est une probabilité. Donc le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Mais la faute peut aussi provenir du comportement de certains acteurs, autres acteurs que le ministère de l'Intérieur, qui est le gouvernement, qui est l'État. Alors, il faut réguler tout cela. Mais tout cela peut être régulé au titre disons, en guise de prévention. Il y a une régulation préventive qui doit estimer les risques, qui doit estimer les solutions ou les stratégies pour éviter les risques malheureux et pour conduire tous les comportements vers ce qu'il est qui serait juste d'appeler vers une élection heureuse. Nous avons intérêt à ce que le référendum soit une élection heureuse. Premièrement, j'ajoute, pour la justification de cette élection, de ce terme d'élection heureuse, parce que ça va être un premier test grandeur nature pour le gouvernement de la transition. Pour le président de la République, président de la transition, chef de l'État, et pour les citoyennes et citoyens eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils aillent voter. On a besoin, le Gabon n'a que trop souffert de son passé politique, auquel un terme significatif a été mis le 30 août 2023, il faut conforter cet élan. Il faut conforter ce nouveau départ. Il faut donc regarder dans cette élection référendaire non pas des personnes, non pas des organisations politiques,
mais l'avenir, la vision de ce que doit être, de ce que doit devenir le Gabon. Ok, permettez-moi, docteur, vous avez parlé du Gabon qui a trop souffert de son passé. Est-ce que justement ces blessures du passé ne peuvent pas impacter ou influencer justement le vote qui va être fait le 16, quand on sait qu'il y a eu quand même une rupture de confiance entre les populations et les politiques? Est-ce que cet état de fait ne peut pas aujourd'hui impacter les populations, le choix des Gabonais? Le risque est réel. Le risque est réel parce que, pour imager un tout petit peu le peuple gabonais, l'État gabonais et son peuple sont assis sur un feu de poubelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le feu n'apparaît plus, donc qu'il n'y a plus de feu, mais dès qu'on plonge le pied à un certain niveau, on brûle, on se brûle. Donc la situation est encore fraîche, elle est encore nouvelle, elle n'est pas encore stable. Donc l'appel à aller voter pour une nouvelle constitution, c'est l'appel à dire nous prenons ensemble un nouveau départ. Il n'y a aucune constitution dans ce monde qui satisfasse à 100% un quelconque acteur, un quelconque individu. Il y a toujours des concessions que les individus, selon leurs préoccupations personnelles ou organisationnelles, jugeront d'une certaine façon. Mais il y a l'objectivité. Alors, la souffrance sociale, la souffrance politique du peuple gabonais doit être regardée comme un événement que l'on peut, on va dire, éradiquer encore un peu plus le 16 novembre prochain, si les Gabonaises et les Gabonais sont conscients qu'il ne s'agit pas d'une personne, d'un individu, d'un groupe politique, mais il s'agit de notre avenir. Donc il faut aller voter pour qu'on sorte d'une situation de transition qui nous pénalise, tant au plan international. Vous voyez par exemple les banquiers internationaux, ils ont beaucoup hésité avant de redire au Gabon, nous vous faisons confiance, mais ils nous ont fait confiance sous conditions. Alors, ces conditions, parmi lesquelles se trouve la tenue des élections politiques dans les temps requis et notamment se doter d'une constitution qui va nous permettre de revoir, de restaurer toutes les lois qui ont été des lois iniques, qui ont été des lois injustes et auxquelles il faut mettre un terme. Après la mère des lois qui est la Constitution, après son adoption par référendum, on passera donc très certainement à la révision de toutes les lois, notamment le code électoral, le code de la nationalité, etc., qui vont faire revenir un certain nombre de garde-fous, un certain nombre de conditions de sécurité ou de sécurisation de notre peuple et de son vivre ensemble. D'accord. Monsieur Mounégo, permettez-moi, pour rester sur cette question de la crainte de certains Gabonais, on a vu qu'au soir du 30 août, les Gabonais, quasiment dans leur ensemble, ont salué le coup de libération des militaires le 30 août, mais il y a qu'au fur et à mesure, la situation s'est un peu dégradée, au point où il y a des Gabonais aujourd'hui qui pensent que c'est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir, puisqu'on revoit des anciens noms. Il n'y a pas véritablement un renouveau de la classe politique, puisque dans certaines administrations, il y a toujours des noms qui ont, selon certains Gabonais, qui ne plaisent pas, des têtes qui ne plaisent pas. Est-ce que cette situation ne peut pas constituer un blocage, parce que le président de la République, lorsqu'il a tenu son discours, a mis un accent sur justement la question de l'abstention. Est-ce que justement cet état de choses ne peut pas faire en sorte que les Gabonais s'abstiennent d'aller voter au soir du 16 ? La probabilité d'abstention va provenir de 2 ou 3 facteurs explicatifs, plus ou moins importants, c'est selon. Le premier facteur, il est d'ordre historique. Notre passé a bien sapé la confiance que les Gabonaises et les Gabonais avaient dans leurs institutions, dans l'État. La confiance a été sapée, elle a été brisée. Ça, ce n'est pas du fait de la nouvelle situation, du contexte de la transition. Donc, dans la mentalité, dans la perception, dans l'imaginaire du peuple gabonais, il y a encore cette déception, cette frustration d'avoir été acculé dans la pauvreté, d'avoir été acculé dans la détresse sociale. Donc, ils ont encore
ils ont encore les plaies ouvertes dans leur mentalité, dans leur conscience, ainsi que, on va dire, de façon physique. De façon physique, ça se ressent par leur pauvreté, ça se ressent par l'impossibilité à accéder à une meilleure école, à accéder à de meilleurs soins de santé, à accéder à des routes convenables qui nous permettent de vivre, parce que la route, c'est un facteur de production de la vie décente d'un peuple. Donc, si tout cela s'est retrouvé emprisonné, séquestré par un certain nombre d'individus, on l'a vu pendant les premiers jours du coup de la libération, on a retrouvé les écoles dans de fausses tombes. On a retrouvé les hôpitaux, c'est en termes d'argent que je parle, dans des conteneurs, chez des individus. On a retrouvé les routes des Gabonaises et des Gabonais dans des maisons, dans des toits, sous les lits, etc., ou dans des murs, emmurés. Alors, ça, c'est un vol contre le peuple gabonais, et on ne peut qu'être content d'essayer d'en sortir. Alors, puisqu'on nous a donné l'occasion par le coup de libération, nous allons y aller. Le deuxième facteur qui expliquerait l'abstention, et il faudra que je vous explique pourquoi c'est un facteur, mais un facteur mineur, c'est le fait que aujourd'hui, la préparation du référendum n'a pas laissé à un certain nombre de personnes, sinon à une partie importante des Gabonaises et des Gabonais, de se rendre là où ils ont l'habitude de voter, dans la quiétude. Il leur a manqué du temps de préparation. Ça, ce n'est pas un reproche majeur. C'est que la situation actuelle peut expliquer que l'on ait accéléré un certain nombre de choses. Donc, le contexte politique conduit à l'accélération d'un certain nombre d'événements. Il faut faire vite pour sortir de la transition. C'est notre intérêt à tous, sans exception. Alors, tous ces deux facteurs-là ne doivent pas faire oublier que le sociologue que je suis parle en termes de tendance. La tendance que l'on observe, c'est-à-dire que l'on voit, que l'on entend, que l'on regarde à la télévision, que l'on écoute à la radio, qu'on lit dans les journaux, écrits comme dans la presse en ligne, dans les réseaux sociaux, nous sommes d'accord avec ce qui est en train de se passer. Les organisations politiques, pour la plupart, les associations syndicales et civiles, pour la plupart, ont, par exemple, j'ai à l'esprit le 2 novembre, jour de l'organisation du Conseil national dans le parti politique dénommé ADER, où, convoqué par son président, Divoun Dinik Dijob, au cours duquel on a vu que toutes les provinces, toutes les délégations provinciales avaient voté un oui très appuyé pour dire « nous accompagnons le CTRI, nous accompagnons le oui, nous irons pour le oui au vote ». Pourquoi ? Parce que examiner minutieusement toutes les lignes du préambule, tous les titres du projet de constitution, tous les chapitres du projet de constitution, toutes les lignes de chaque article du projet de constitution, ont été examinés pour dire il y a plus de bien que de mal. C'est ce qu'on appelle la tendance. Et il vaut mieux une tendance qui satisfasse qu'une tendance qui suscite tout de suite des questionnements, des inquiétudes, de la peur. Or, à en juger par la liesse populaire qui avait accueilli le coup de libération, n'est-ce pas, cette liesse ne s'est pas systématiquement éteinte en l'espace de quelques mois. Tout simplement que cette liesse a baissé peut-être d'intensité, parce qu'il est tout à fait normal que le sentiment d'être pour est toujours présent mentalement en nous, mais on ne l'exprime plus par des sauts sur la voie publique, par des cris sur la voie publique. Le temps n'est plus au cri sur la voie publique. Le temps est à la réflexion pour dire il faut que l'on réfléchisse tout en étant d'accord dès le départ, et il faut qu'on fasse les choses pour qu'ensemble nous puissions réaliser le take-off, ce que les anglo-saxons appellent le take-off, c'est le décollage, le véritable décollage. Donc partir de là où on était pour marquer des pas en avant. Alors, on parle des tensions sociales. Comment prévenir les tensions sociales ? On a parlé des causes. Est-ce qu'il y a justement des conséquences justement quand on parle des tensions électorales ? Mais bien sûr qu'il y a des conséquences des tensions électorales. L'une des tensions, sinon la seule, qui soit la plus à craindre, c'est le scénario où on verrait s'opposer les forces de l'ordre aux populations.
Or, c'est exactement ce que le CTRI a évité dès le premier jour de sa prise de pouvoir. C'est-à-dire éviter que les forces de l'ordre, les forces de sécurité nationale, les forces de défense nationale ne se mettent en face du peuple pour les réprimer, dans le sang surtout. Surtout pas ça. Surtout pas ça comme conséquence. Il ne faut surtout pas qu'on en arrive là. Il suffit d'une seule chose. Premièrement, respecter les procédures. Dans la Qui pratique, doit respecter les procédures? d'abord, Le collège électoral, l'organisateur. D'abord l'organisateur, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, le ministère en charge de l'Intérieur, sécuriser le territoire national, c'est-à-dire partout où est installé un bureau de vote, un centre de vote, il doit y avoir une sécurité minimale. Donc on parle de la présence des forces de l'ordre, on parle du quadrillage stratégique des endroits qui vont abriter les opérations électorales, y compris les bureaux, y compris jusqu'au dépouillement. Il faut cela. Mais la deuxième chose, c'est la transparence. Le respect, c'est d'abord la transparence. C'est d'abord la sécurisation des lieux, la sécurisation des procédures. Ensuite, la sécurisation des procédures doit être faite dans la transparence pour que cela rassure les Gabonaises et les Gabonais qui vont voter, parce que ce sont eux, c'est leur avenir qu'on vote. Si on vote dans des conditions qui ne les rassurent pas, ils sont frustrés. Et toute frustration entraîne toujours une manifestation. Il faudra que l'État prenne ses dispositions de la façon la plus sérieuse possible pour que les perturbateurs de cet événement, qui est un événement salutaire pour le peuple gabonais, salutaire par rapport à sa propre décision, pas par rapport à la mienne qui m'exprime aujourd'hui sur ce plateau, mais par rapport à leur propre décision. Il faut que leur propre décision dans l'urne soit sécurisée. Il faut que leur propre décision dans l'urne soit proclamée. C'est cela le deuxième point de départ. Donc la sécurisation stratégique et puis la transparence pour rassurer ceux qui vont voter. Et dès lors que ceux qui vont voter sont sûrs que tout s'est produit dans la transparence, c'est passé dans la transparence. À partir de ce moment, il n'y a pas de raison de s'offusquer, il n'y a pas de raison d'être frustré, il n'y a pas de raison de descendre dans la rue. Et la chose qu'il faut craindre lorsque les populations descendent dans la rue, c'est l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et ça, il ne faut pas que cela arrive pendant la période de transition. C'est une période que l'on souhaite la plus calme possible. Monsieur Moundiego, alors dites-nous, vous qui êtes sociologue, on voudrait avoir justement l'avis du sociologue quand on va regarder le Gabon d'aujourd'hui, le Gabon d'hier et le Gabon d'aujourd'hui et le Gabon que l'on veut construire demain. Le 16, les Gabonais sont appelés aux urnes pour soit le oui ou le non par rapport au projet de constitution. Vous, en tant que sociologue, quelle analyse vous faites? Est-ce que vous craignez, est-ce que vous nourrissez certaines craintes justement quand vous regardez le paysage sociopolitique de notre pays? J'ai plus de confiance dans ce qui se profile que de crainte. D'accord. Par rapport à quoi? Parce qu'on a peur, on a confiance par rapport à quelque chose. C'est par rapport à notre passé. Or, il se trouve que, par exemple, dans notre Constitution, en projet, qui devrait être adopté le 16 prochain, il y a une disposition qui rend intangible un certain nombre de principes. Le Gabon, par exemple, ne souffre pas de multipartisme. Il y a plus de 100 partis qui ont existé jusqu'à maintenant au Gabon. Mais le mal, la plaie béante de la démocratie gabonaise, c'est l'absence totale d'alternance. Depuis 1968, création de l'ancien parti unique, jusqu'en 2023, le 30 août, lorsqu'il y a eu le coup de libération, comme la transition l'appelle, eh bien, il n'y a jamais eu d'alternance en réalité. Il y a eu une passation monarchisée du pouvoir de père en fils. Et on tendait vers une reproduction de ce schéma. Or, dans la Constitution en projet, on dit, si ma mémoire ne m'abuse, à l'article 128, qu'il ne peut plus être accepté au Gabon qu'un fils d'un président, qu'un rattaché par le sang ou par le mariage à un président se présente comme candidat à l'élection suivante. Ainsi que ça. Parce que quoi? Parce que, en conséquence, le mal dont a souffert le Gabon, c'est que le pouvoir s'est assis sur 3 piliers. Le sang, le clan et l'argent. Alors,
lorsque le sociologue regarde cela, il est content de la perspective parce qu'il se rend compte que cette trilogie est brisée par ce seul article 128 en projet. Donc, nous devons sortir de cette tendance à la confiscation, à la monarchisation, on va dire, très archaïque du pouvoir politique. Et si c'est cela, ça veut dire que la transparence s'imposera. Et il ne peut pas en être autrement pour un État qui veut se développer. Autre chose, sur le préambule, qui est le résumé de l'esprit de la Constitution. Parce que dans la Constitution, il y a la forme, ce qui est écrit, ce qu'on lit, et il y a le fond, ce qu'on appelle l'esprit de la loi, comme Montesquieu le disait. Il se trouve que la première phrase de la Constitution gabonaise dit que l'État gabonais est un État démocratique et décentralisé. Vous savez, le sociologue pèse les concepts. Et il se rend compte que la démocratie a été boiteuse et que son corollaire, la décentralisation, c'est-à-dire le partage des pouvoirs de l'État central, a été très imparfait. Donc, il faut que cette constitution ce projet soit voté, adopté par le peuple pour enfin assister à un véritable décollage politique, économique, social et culturel de nos zones rurales. Les chiffres des institutions internationales disent que plus de 70% du territoire gabonais est enclavé. Disent que plus de la majorité plutôt des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc cet état général qui est chiffré, c'est un état général avec lequel il faut rompre. Il faut rompre par le vote en disant oui au nouveau projet parce qu'il nous laisse de perspectives bien... Monsieur Mouzerou, on n'a plus de minutes, on est quasiment arrivé à la fin de ce plateau spécial, mais peut-être en 30 secondes, monsieur Mouzerou, puisque la question est quel mécanisme pour prévenir les tensions en période électorale? 30 secondes, quel mécanisme? Qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Sécuriser le vote des Gabonais au centre, avec en aval une sécurisation des sites de vote et en amont, une sécurisation des résultats de l'urne. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci pour tous ces éclairages et puis j'espère que ça va guider et ça a permis aux Gabonais de comprendre justement l'enjeu du référendum à venir. Je vous remercie également. Voilà. C'est le peuple que nous attendons pour qu'on le remercie davantage au soir du 16 novembre. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci à vous d'avoir été une fois de plus fidèle au programme de Gabon 24. N'oubliez pas, sur Gabon 24, l'information se poursuit.